et bienvenue. Merci à toutes et à tous de participer à cette fête de l'humanité autrement dans ces conditions si particulières que nous impose la crise sanitaire. Alors, on va bien sûr aborder la rentrée politique qui, au moins sur le plan médiatique, a déjà été marquée par un certain nombre de débats autour de 2022. Nous y viendrons bien sûr parce qu'on peut le regretter, mais c'est une échéance majeure dans notre 5e République. Mais cette rentrée intervient aussi, peut-être surtout, dans un contexte exceptionnel, une période exceptionnelle avec une crise aux conséquences économiques et sociales gigantesques qui met au défi la gauche de proposer des solutions pour ne pas simplement se résigner à un retour au monde d'avant. Autant de raisons pour lesquelles ce débat qui réunit de nombreuses couleurs de la gauche nous paraissait indispensable à nous, à la rédaction de l'Humanité. Et donc nous sommes ravis d'accueillir dans ce cadre Léa Balazs-Elmariki, membre de la Direction nationale d'Europe Écologie Les Verts, Fabien Roussel à côté qui est député et secrétaire national du PCF, Olivier Faure, député également et premier secrétaire du PS, et enfin Adrien Quatennens, également député et coordinateur de la France Insoumise. Alors, tout le monde l'a encore en mémoire évidemment pendant la période du confinement. On a entendu le gouvernement, on a entendu Emmanuel Macron, on allait voir ce qu'on allait voir. Le jour d'après n'aurait rien à voir avec celui d'avant. Fini la mise à sac des services publics, fini la gestion par les seuls marchés d'un certain nombre de pans de notre économie qui relèvent de la réponse aux besoins fondamentaux, etc., etc., etc. Et puis, après un été marqué par une surenchère sécuritaire et un certain nombre de discours gouvernementaux sur ce thème, ce sont des plans de licenciement en cascade auxquels nous assistons et le retour en force de politiques libérales conduites par le gouvernement. Avec un plan de relance, on l'a vu ces derniers jours, qui fait la part belle au financement des entreprises sans contrepartie ni sociale ni environnementale, et la promesse de surcroît de voir revenir des réformes comme celle des retraites qui avaient suscité les mobilisations qu'on sait. Alors vos partis respectifs ne sont bien entendu pas restés l'arme au pied. Mais comment aboutir à des victoires, des conquêtes? Aujourd'hui, l'enjeu est évidemment celui-là. Alors, pour entamer ce débat, d'abord, Léa Balazs-Elmariki, EELV, comme les autres formations qui sont aujourd'hui représentées autour de ces tables, a présenté un contre-plan de relance dont la logique et l'ambition sont évidemment très différentes de celles de celui de l'exécutif. Dans une telle période, sur le fond comme sur la forme, qu'est-ce qui peut faire combat commun à gauche, dans la gauche politique, mais peut-être aussi au-delà, alors que les syndicats, les ONG, on voit la mobilisation du 17 septembre par exemple, sont également vent debout. Oui, d'abord, merci beaucoup d'organiser ce débat. Je crois que la crise sanitaire ne doit pas obérer notre capacité à organiser le débat démocratique, le débat dans la société civile organisée, mais aussi le débat citoyen. Et c'est très heureux qu'on puisse adapter nos modes de débat et pouvoir le faire. Donc merci encore de nous accueillir. Sur cette mobilisation sociale qui continue, en réalité, on continue parce qu'il continue d'aller toujours dans la même direction. Celle de détruire la planète, celle de détruire les emplois et celle de ne pas préparer les 10, 15, 30 prochaines années qui sont un horizon véritablement très court quand on regarde tous les enjeux, qu'ils soient climatiques, sociaux ou démocratiques, qu'on doit relever tous ensemble. Et vous parliez bien entendu de la politique du gouvernement qui continue les plans de licenciement ou continue de soutenir financièrement les entreprises qui licencient encore. En gros, c'est vos impôts, mes impôts qui financent des licenciements actuellement. En réalité, c'est aussi une politique qui va aller approuver certaines thèses du Rassemblement national, approuver même dans les actes, quand il nous explique qu'on ne peut plus faire de distribution alimentaire dans le centre-ville de Calais en raison des gestes barrières qu'on doit observer. Je leur propose d'organiser des distributions alimentaires au Puy du Fou, puisqu'apparemment ils ont créé un dispositif qui permet d'accueillir plusieurs milliers de personnes. Mais en réalité, on est vraiment en train de changer de modèle. C'est-à-dire que le gouvernement Macron est en train de faire vraiment des appels du pied et de valider des thèses qui sont non seulement dangereuses
pour notre vivre ensemble, mais aussi pour notre capacité d'avoir un débat démocratique apaisé. Donc merci encore de pouvoir organiser tout cela. Ce plan de relance, on l'a vendu comme un plan de relance qui allait remettre la France sur les rails. Je parlerai du fret parce qu'en réalité, c'est encore une fois un mensonge, mais aussi une transition écologique. Alors, les écologistes, quand on a décortiqué ce plan de relance, on nous a vendu 30 milliards pour investir dans une économie de demain qui est en réalité celle dont on a besoin dès à présent, dès aujourd'hui, que ce soit en termes de rénovation thermique, d'accès à une alimentation de qualité saine. Et on a vu les émeutes de la faim qui ont lieu parce qu'il n'y a plus de sécurité alimentaire dans ce pays. Et donc on a besoin d'un plan de relance qui véritablement porte ces enjeux. Et là, c'est 30 milliards. Quand on regarde les milliards qui vont être aussi donnés aux entreprises sans contrepartie, en réalité, ils n'ont plus aucun effet. Et donc les écologistes, on estime à peu près à 12 milliards ce qui va être véritablement porté dans la transition écologique. Mais il faut aller bien entendu beaucoup plus loin. Et quand on a fait nos contre-propositions, c'est notamment 4 milliards dans la rénovation thermique des logements. C'est aussi pouvoir renouveler nos petites lignes. Et c'est plus de 100 000 emplois qui peuvent être créés de manière directe ou indirecte pour la rénovation des petites lignes, plutôt que d'aller investir dans des grandes lignes LGV. Par exemple, celle de Bordeaux-Toulouse, on va gagner 13 minutes sur le temps de parcours. C'est 7 milliards, à peu près entre 7 et 9 milliards, puisqu'ils n'arrivent pas encore à tout à fait à chiffrer l'investissement nécessaire. C'est exactement la somme dont on a besoin pour pouvoir investir dans les petites lignes qui montrent et les Gilets jaunes ont montré qu'elles étaient essentielles parce qu'en réalité, c'est aussi un facteur de cohésion dans les territoires et bien entendu aussi d'accès aux services publics. Donc voilà, c'est ces exemples-là. Je pourrais parler aussi de la route du littoral. La route du littoral, c'est un désastre écologique à La Réunion, alors qu'on a besoin de transport du quotidien à La Réunion. Et donc, ils vont financer, via ce plan de relance, la route du littoral. Et ils essayent de nous faire croire que ce plan de relance serait celui dans la direction dans laquelle ils voudraient aller, c'est-à-dire un plan de relance vert. Ils l'ont bien charté, d'ailleurs en reprenant un peu la charte graphique de la Convention citoyenne pour le climat. Et j'en terminerai là. En réalité, ils avaient tout le matériau pour pouvoir faire un plan de relance vertueux. Un plan de relance avec 149 propositions. Ils ne les ont pas prises. Ces 149 propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, elles vont dans le bon sens. Elles vont dans le sens de la rénovation thermique des logements. Elles vont dans le sens de la transformation de notre agriculture pour le bien-être aussi des agriculteurs et des agricultrices qui pâtissent de ce système qui est ultra financiarisé et qui détruit nos sols. Et donc, on a besoin de reprendre sans filtre, comme s'y était engagé le président de la République, ces 149 propositions. Ils n'en ont pas du tout fait état, ils ne les ont pas reprises, alors qu'on avait 149, mais vraiment sur la table, c'était un matériau en or. Et donc, pour la suite, en réalité, bien entendu qu'on a besoin de travailler entre toutes les forces de gauche. On l'avait fait, pour certaines, au moment de la réforme des retraites. On avait travaillé à un contre-projet sur la réforme des retraites. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité de pouvoir travailler ensemble sur des projets structurants, que ce soit la manière dont on organise nos solidarités intergénérationnelles, notre sécurité sociale, mais aussi on doit être en capacité de travailler ensemble de la manière dont on doit organiser notre transition écologique pour préserver les emplois sans préserver toutes les activités, puisqu'il y en a certaines qui peuvent être néfastes et pour la planète et pour les hommes et les femmes qui les font. Et donc vraiment, je pense qu'on a cet espace politique, vous en êtes un exemple pour pouvoir travailler sur ces propositions. Merci. Fabien Roussel, notre baromètre IFOP annuel dont Frédéric Dabi nous a parlé il y a quelques minutes, l'a montré, des propositions et des valeurs de gauche ont progressé dans les esprits avec la crise du coronavirus, qui a montré toutes les failles et tous les dangers du capitalisme couplé au néolibéralisme. Pour autant, rien ne dit que la gauche va forcément remporter la bataille culturelle et idéologique qui fait rage. Le capitalisme est connu pour son incroyable capacité d'adaptation et peut très bien imposer le monde d'avant. À vos yeux, qu'est-ce que cette crise doit amener comme réponse et comme transformation sur la nature même du système pour être à la hauteur des enjeux socio-écologiques, économiques et démocratiques ? C'est un congrès, là, que vous demandez. C'est vaste question. On a combien de minutes pour répondre ? D'abord, je voudrais remercier l'UMA de créer les conditions qu'on puisse tenir la fête de l'UMA. Bravo à vous. Et vraiment...
Et je veux le dire avec d'autant plus de force qu'il y a chez certains une petite minorité, toute petite minorité, qui ont des idées fausses sur la fête de l'UMA. Je fais référence à cette journaliste de France Info TV qui m'a interrogé ce matin en disant, comme ça, que la fête de l'UMA n'ayant pas lieu, première erreur, le Parti communiste va avoir moins de rentrées d'argent, deuxième erreur, et que donc nous allons être en déficit, troisième erreur. Donc en très peu de secondes, elle a commis plusieurs erreurs que je voudrais rectifier tout de suite. C'est que les organisateurs de la Fête de l'Humanité, c'est le journal L'Humanité, que le journal L'Humanité, pour organiser la Fête de l'Humanité tous les ans, crée des conditions, le fait dans des conditions très difficiles pour que cette fête soit équilibrée et tout juste équilibrée. Et si elle le fait, le Parti communiste y prend sa part modestement avec ses milliers de militantes et de militants que je salue aussi et qui tiennent les stands bénévolement et qui permet que cette fête puisse se tenir. Et que c'est bien pour cette raison que cet équilibre financier étant difficile, je le redis parce que c'est la fête de l'humanité, qu'il est très important que chacune et chacun d'entre vous, toutes celles et ceux qui nous regardez là à la télévision, prennent leur bon de soutien. Ce n'est pas un ticket pour aller au spectacle, c'est un bon de soutien à la fête de l'humanité. C'est 25 € et en plus il y aura 5 € pour le Secours populaire français, mais 20 € pour l'UMA qui permet d'avoir ce débat et qui permettra de payer aussi les intermittents du spectacle et les artistes qui se produiront pendant la fête. Bravo à eux. Et donc ça, c'était un petit clin d'œil au monde de l'art et de la culture qui souffre fortement de cette double crise économique et pandémique. Et la fête de l'UMA est aussi un espace pour que la culture puisse avoir un espace d'expression. Et nous arrivons à créer ces conditions dans une fête de l'humanité qui se tient donc dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles. Donc voilà, je voulais le dire parce que tout le monde n'en a pas forcément conscience. Maintenant, pour répondre à votre question, eh bien écoutez, on ne va pas... en quelques minutes, la crise a révélé ce que les libéraux nous ont dit pendant toutes ces dernières années, que nos services publics coûtaient trop cher, que les salariés coûtaient trop cher, que l'État coûtait trop cher. Et cette crise, elle a révélé que l'on avait besoin d'État, que l'on avait besoin de souveraineté économique, notamment en matière de matériel sanitaire, que nous avons besoin d'hôpitaux, de services publics et les hôpitaux en premier lieu. Et il a même dit, et gloire à ces salariés du privé et du public qui ont été en première ligne, et heureusement qu'ils étaient là. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on les paye plus. Hein, même Macron l'a dit, ça, quand même. Donc cette crise, d'abord, elle a dit ça. Eh bien, aujourd'hui, réparons tout ce qui a été cassé. Profitons de cette crise, si on peut employer ce mot, pour changer de système. Et quand eux parlent du jour d'après, moi, je veux parler du système d'après. Et c'est tout l'enjeu de la période qui vient aujourd'hui. Et quand il y a 560 milliards d'euros de mis sur la table, 460 milliards d'euros dans le cadre du plan de soutien, et 100 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance, oui, mesdames et messieurs, 560 milliards d'euros sous forme de prêts, de subventions, quelques milliards qui viennent de l'Union européenne, dont ils nous disent qu'il faudra les rembourser de toute façon. 560 milliards d'euros, pour l'essentiel, c'est votre argent. C'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Et donc, tout ce que nous demandons, c'est et le système d'après, et que nous décidions de ce système parce que c'est notre argent et donc nous voulons avoir notre mot à dire. Et donc c'est tout l'enjeu de la période qui s'ouvre. Pour continuer sur ce sujet, parmi les propositions qui emportent un soutien massif à gauche, notre baromètre de vendredi dont on parlait tout à l'heure
l'a montré, outre la redistribution des richesses qui arrive dans le top 2, il y a aussi la conditionnalité des aides aux entreprises, avec 90% des sondés qui partagent cette idée, cette nécessité. Vous la défendez également, Olivier Faure. Est-ce que c'est le signe que cette crise appelle des solutions, y compris qui ne sont pas forcément celles qui avaient été mises en place lors du précédent quinquennat, puisqu'on pense au CICE notamment, qui était aussi une forme d'aide aux entreprises qui n'était pas conditionnée pour le coup. Et de la même façon, les règles d'or européennes notamment ont volé en éclats à l'occasion de cette crise. C'est aussi quelque chose qui cristallise un peu le débat à gauche. Est-ce que, à vos yeux, l'ampleur de la crise actuelle appelle des solutions qui soient davantage en rupture par rapport à toutes ces questions? Bon, merci. Je vais vous répondre, mais d'abord, évidemment, je veux aussi saluer les équipes de l'UMA, les équipes du Parti communiste aussi, et vous dire qu'effectivement, un mois de septembre sans la fête de l'UMA, pour la gauche, ce n'est pas un bon mois de septembre. Donc c'est bien que cette fête puisse avoir lieu dans des conditions qui sont celles qui nous sont dictées par la crise sanitaire, mais je suis vraiment très, très heureux d'être parmi vous et de pouvoir avoir ce débat, parce que la fête de l'UMA, c'est d'abord la fête d'un journal, c'est aussi la fête des militants communistes, mais plus largement, vous l'avez toujours rendu lieu carrefour de toutes les gauches et de l'écologie, et c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour converger vers une solution et permettre demain l'alternance, l'alternative au système qui nous est aujourd'hui proposé. Je vais répondre très précisément à vos questions. Bon, quand même commencer par dire que c'est incroyable. Fabien vient de le dire à l'instant, on nous parle de centaines de milliards, certaines sous forme de prêts, mais même 100 milliards sous forme de subventions, de dons, de soutien à l'économie, aux entreprises. Et là, on se dit, mais waouh, 100 milliards 100 milliards. Combien d'entre vous, on va parler du CICE dans un instant, mais le débat entre socialistes, communistes, frondeurs ou pas frondeurs, etc., c'était pas 100 milliards, c'était 10 milliards d'euros qui nous séparaient. Là, d'un seul coup, le président de la République, il a 100 milliards. 100 milliards, et là, on se dit, génial, 100 milliards, relance keynésienne. Enfin, c'est ce que tout le monde pouvait avoir en tête en se disant, voilà, il va se passer quelque chose d'inédit, les libéraux vont enfin comprendre quelque chose. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il a réussi à transformer, si je puis dire, l'or en plomb. Il a réussi à faire en sorte que ces 100 milliards servent non pas à la transition sociale, écologique que nous aspirons tous à voir naître sous nos yeux, il a réussi à en faire l'avènement d'un projet qu'il portait déjà avant, en baissant les impôts dits de production, sans aucune contrepartie, sans aucune condition, sans aucune volonté de faire émerger un nouveau modèle. On nous dit 30 milliards pour le développement durable. Admettons que ce soit 30 milliards pour le développement durable, j'entends ce qui vient d'être dit sur les 12 milliards, et que je partage. Mais imaginons même que c'est 30 milliards. Vous faites 30 milliards pour l'écologie, pour l'économie décarbonée, et vous faites dans la même semaine, dans la même décision, 70 milliards pour l'économie carbonée. Quel est celui qui a pu inventer un système aussi curieux? Donc oui, l'évidence, c'est que nous passons à côté d'une formidable opportunité, là où nous aurions dû investir très largement dans les services publics, récompenser ces fameux premiers de corvée, de tranchées, qui ont été tellement salués, mais qu'on a oublié une fois le temps du confinement terminé. Et nous aurions dû aussi nous occuper des plus précaires, nous aurions dû faire en sorte que, comme les Allemands, rendez-vous compte, les conservateurs, les Allemands ont fait un choix, baisser la TVA sur les produits de première nécessité pendant plusieurs mois pour permettre justement à ceux qui aujourd'hui ont besoin de retrouver tout simplement leur niveau de vie, etc., de pouvoir le faire en n'ayant pas à subir le poids d'une TVA qui soit trop élevée. Et c'est exactement l'inverse qui se passe chez nous. Donc oui, il faut changer de modèle, oui, il faut changer de système, oui, il faut y compris se réinventer. C'était ce que le président avait dit. Tu nous as à l'instant interpellé sur le précédent quinquennat. Moi, je ne me défile jamais. Et d'ailleurs, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire. Il y a 2 ans, dans un silence très éloquent, parce qu'en réalité, personne n'a entendu, personne n'a voulu entendre ce que nous disions à ce moment-là, mais j'ai fait, après être devenu premier secrétaire, l'inventaire du quinquennat précédent, dans lequel j'ai pu dire à cette époque-là déjà
que le CICE ne pouvait pas être un cadeau aux entreprises qui ne soit pas conditionné par, notamment, et c'est ce que moi j'avais porté, y compris dans le quinquennat, dans la discussion que j'avais avec le Premier ministre de l'époque et le Président de la République, j'avais proposé qu'il y ait, s'il y avait CICE, et ça pouvait se justifier parce que nous étions à l'époque parmi les entreprises d'Europe qui étaient les moins compétitives, mais il fallait que dans ces cas-là, ce CICE soit conditionné au fait que chaque année, sur à minima le montant qui était donné aux entreprises, eh bien qu'il y ait une discussion entreprise par entreprise, une négociation qui permette de dire si cet argent allait dans les salaires, dans la formation, dans l'embauche, dans la recherche, dans l'investissement dans l'appareil productif, bref, qu'il y ait à chaque fois du sur-mesure qui permette de dire à quoi cet argent devait servir. Cet argent, ça a été dit par Fabien, c'est le nôtre. Et donc la question aussi qui est maintenant posée, c'est qui va payer? Qui va payer? Est-ce que c'est nous toutes et tous ou est-ce qu'on va choisir les gens qui payent? Comment se fait-il qu'on nous ait expliqué, alors sous couvert de personne n'aura d'impôt en plus, mais de toute façon, personne n'imaginait de faire payer ceux qui n'en payent pas. Donc c'était tout simplement quels étaient celles et ceux qui étaient visés. Ceux qui bénéficient de la flat tax, ceux qui bénéficient de l'ISF, ceux qui au niveau européen continuent à avoir une Europe qui ne vit que sur les contributions des États, mais qui n'a toujours pas de budget propre. Et c'est ça qu'il faut construire maintenant ensemble. C'est arriver aussi à faire en sorte que d'autres solutions émergent, qu'on puisse dire que cet argent qui va être un jour, d'une façon ou d'une autre, devoir être remboursé, eh bien que ce ne soit pas nous qui le remboursions. Et c'est possible. C'est possible. Je viens simplement sur les 40 milliards qui ont été évoqués à l'instant par Fabien et qui viennent de l'Union européenne. Fabien l'a dit aussi, ces 40 milliards, il faudra les rembourser sur 30 ans. Et même, on va les rembourser, mais pas sans intérêt, on les remboursera avec intérêt. À la fin, on va rembourser 67 milliards. Je passe sur les mécanismes qui conduisent à ce calcul qui est lié à ce que chaque pays peut produire ou pas. Eh bien, moi, je pense que ce 67 milliards, nous n'avons pas, nous, à les rembourser. Mais par contre, il y a des revenus qui ne sont toujours pas taxés, alors que vous, quand vous allez acheter vos pâtes, vous êtes taxé sur la TVA à 5,5. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de mener une grande campagne européenne qui lie toutes les formations de la gauche, de l'écologie, les syndicats, les associations, bref, toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, veulent effectivement un monde d'après. Et dans ce monde d'après, ceux qui payent, c'est d'abord ceux qui peuvent payer. Et donc, je nous suggère à toutes et tous de mener ensemble cette grande campagne pour qu'au prochain Conseil européen soit prise la décision qui s'impose de faire payer et d'avoir enfin une taxe sur les transactions financières digne de ce nom. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'États sont prêts à faire ce pas, mais que le gouvernement qui bloque, qui est prêt à faire un geste, mais un geste minimal, qui ne veut pas notamment qu'on y inclue un certain nombre de produits financiers, et qui veut, si je simplifie, qui veut bien une taxe qui rapporterait 4 milliards seulement à l'échelle européenne, alors que nous pouvons avoir une taxe qui rapporte entre 50 et 200 milliards d'euros, eh bien je dis que là, effectivement, il faut qu'on se batte ensemble. Voilà un combat commun, voilà ce que nous pouvons faire ensemble, et voilà ce qu'est le sens même de notre engagement politique, parce que si nous sommes à gauche, si nous sommes écologistes, c'est parce que nous avons une autre vision du monde, et c'est celle que je voudrais continuer à porter avec vous tous. Adrien Quatennens, nous vous invitons bien sûr à réagir sur le plan de relance et cette idée du monde d'après. Et on veut aussi vous poser la question, parce qu'en ce moment, dans le débat public, il y a le plan de relance, et il y a aussi autre chose qui est agité, c'est la question sécuritaire, identitaire, le séparatisme, pour reprendre le mot d'un projet de loi du gouvernement. Le climat est marqué par la montée des thèses de droite et d'extrême droite. Il y a à la fois une arrogance et même un sentiment d'impunité rare de la part des racistes, comme le montre le dossier de Valeurs Actuelles sur Daniel Obono, votre consoeur du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et il y a aussi une véritable mise en avant des thématiques et d'un vocabulaire cher à l'extrême droite par le gouvernement lui-même, comme on le voit avec la polémique sur le terme d'ensauvagement. C'est dans cette situation que la France Insoumise organise lundi un colloque sur la question de la sécurité, puis aussi la question des violences policières, bien sûr. Estimez-vous indispensable aujourd'hui qu'il faut être sur ce terrain-là à gauche et ne pas le laisser à la droite et à son extrême? Est-ce que c'est une condition aussi pour couper l'herbe sous le pied au RN, avec lequel Macron rêve d'un nouveau duel? Merci pour votre question. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je remercie à mon tour les organisateurs de la Fête de l'Humanité, le Parti communiste français pour cette invitation. Évidemment, c'est une fête de l'humanité différente. C'est le hashtag d'ailleurs, je crois, la fête autrement, on le voit bien. C'est toujours pas habituel pour moi, mais pour nous tous, je pense, d'intervenir devant une salle masquée. C'est toujours perturbant, ça dit quelque chose du moment qu'on est en train de vivre.
Je veux aussi, puisque nous sommes réunis en ce 12 septembre depuis cette salle, adresser un message et un salut amical aux Gilets jaunes qui, à l'heure qu'il est, sont en train de se mobiliser, y compris dans les rues de la ville. Parce que, bien évidemment, ce mouvement des Gilets jaunes, il est traversé par toutes les contradictions et les controverses qui traversent le peuple français lui-même. Néanmoins, j'estime que le message qu'il porte d'un peuple qui se mobilise pour la récupération de sa souveraineté, à l'heure où Emmanuel Macron célèbre, et c'est un choix politique, la Troisième République en essayant de vider de la substance révolutionnaire tout l'héritage républicain, eh bien je trouve qu'avoir la résurgence des Gilets jaunes aujourd'hui, avec un slogan que j'ai encore pu voir ce matin, qui a consisté à dire « Sur les ronds-points, nous avons retrouvé la fraternité et nous partons à la conquête de l'égalité et de la liberté », je crois que c'est un signal assez fort qu'il faut saluer. Nous vivons, et sans doute pour un certain temps encore, une crise sanitaire d'envergure. Et nous ne voyons pas le gouvernement organiser, planifier les éléments nécessaires à l'éventuelle deuxième vague qui pourrait subvenir. Nous n'en savons rien, on voit les indicateurs se dégrader, mais on se bat à quelques-uns, y compris à l'Assemblée nationale, pour exiger la gratuité des masques à l'heure où désormais il est utile puisqu'on a des stocks, et il est utile. Et dans le même temps, alors qu'on voit qu'à l'hôpital, la situation devient aussi plus tendue qu'elle ne l'était ces dernières semaines, nous attendons des réponses précises de la part du gouvernement. Qu'a-t-il prévu pour éviter que nous ayons à reconnaître les scènes que nous avons connues il y a quelques mois et que nous ne voulons plus voir? Les Françaises, les Français ne veulent plus voir le personnel soignant, non soignant de l'hôpital public en sac poubelle au cœur d'une crise sanitaire. Alors nous attendons des réponses claires du gouvernement sur ce qu'il a prévu. Ça a été dit, les jours se succèdent et les plans de licenciement s'accumulent. C'est maintenant tous les jours que sur nos bureaux respectifs s'accumulent des dossiers avec des noms différents, mais avec des recettes de cuisine sur la manière de procéder qui sont exactement les mêmes. Et la région d'où nous venons avec Fabien paye un lourd tribut. Vous avez vu encore Auchan, un demi-milliard de CICE depuis 2013, la 6e fortune de France à sa tête en la personne de Gérard Mullier, 26 milliards d'euros et 1500 suppressions de postes qui sont promis. Je pourrais citer les ACFA, les Cargill, quel que soit le secteur d'activité. À chaque fois, on voit, bien évidemment, il y a des entreprises qui sont véritablement en difficulté dans la période, mais on voit aussi, au grand jour, les profiteurs de crise qui bénéficient depuis des années à plein régime des aides publiques sans contrepartie, ça a été dit, et qui profitent de la situation pour procéder à des dégraissages qui ont tout de financier et dont les motivations économiques ne sont pas prouvées. Dans ce contexte, évidemment, on essaye d'imposer un autre thème. On parle beaucoup de sécurité, comme c'est l'usage effectivement à chaque fois qu'il y a des controverses de ce type. Je crois que tout le monde peut dire que la première insécurité dans cette période, c'est l'insécurité sociale et la boule au ventre qu'ont tous les Français de savoir si à la fin du mois, ils vont pouvoir payer les factures, payer parfois le loyer, conserver son emploi quand on en a un, en trouver un quand on en cherche un. Mais je ne veux pas éviter le sujet, on peut parler de sécurité, et d'ailleurs oui, on le fera à la France Insoumise, mais on le fait pour répondre à l'actualité du moment, montrer qu'il y a un problème, qu'on saurait le prendre en charge avec une notion qui est le retour à la raison. Qu'on arrête les surenchères, parce qu'en réalité, M. Darmanin, par exemple, qui court après la maîtresse de cérémonie sur ces sujets, notamment Mme Le Pen, fait beaucoup de suractivité sur le terrain, mais qui traite vraiment le problème sur le fond? Nous avons des propositions à faire, sérieuses, sur la question de la sécurité. Car oui, la police dans ce pays, notamment depuis 3 ans, est trop utilisée pour réprimer les mouvements sociaux, et ça n'est pas acceptable. Il nous faut, pour lutter contre la petite délinquance qui pourrit littéralement la vie dans beaucoup de quartiers, il nous faut assurer le triptyque prévention dont on ne parle jamais ou trop peu dans le débat public. Quand la République recule, quand les services publics disparaissent de certains quartiers, quand ils s'éloignent toujours plus, alors c'est extrêmement difficile. La fin des contrats aidés, il y a quelques années, a été aussi catastrophique de ce point de vue. Nous voulons un retour à la police de proximité, une police qui crée du lien avec sa population. Et puis après, il y a toutes sortes d'autres propositions sur de véritables enquêtes, donc de la police judiciaire et du recrutement. Car depuis l'ère Sarkozy, qui lui avait son Karcher, là où M. Darmanin a son ensauvagement, les effectifs dans la police ont considérablement chuté. On dit parfois, oui, vous êtes anti-flic, on l'est tellement qu'on veut en recruter 10 000 de plus, et 5 000 agents administratifs, parce que oui, il faut refonder la police de fond en comble, et oui, il y a des débats que nous devons avoir s'agissant de la sécurité. Mais je crois, et je pense que ce n'est pas ici qu'on me démentira, que la première insécurité dans la période est une insécurité sociale, et que le plan de relance, ça a été dit, 100 milliards d'euros, ça peut paraître énorme,
Mais quand on compare ce qui se fait chez certains de nos voisins européens, regardez par exemple, on a cité l'Allemagne. L'Allemagne perd 6 petits points de sa production intérieure brute, de son produit intérieur brut. Elle injecte 20 points dans son plan de relance. La France vient de perdre 11 points de sa richesse nationale, elle injecte 2 petits points de PIB dans sa relance. Donc il y a un vrai risque de décrochage, y compris de ces économies, avec tout ce que ça pourrait infuser sur la zone euro. Je ne reviens pas dans le détail sur ce plan de relance, mais sa philosophie est anachronique. C'est une nouvelle fois un catapultage sans contrepartie de milliards, sans qu'on ait jamais vu que ça crée l'emploi promis. Souvenez-vous qu'au moment des 20 milliards par an du CICE, il y avait un petit pins très à la mode, 1 million d'emplois dont nous n'avons toujours pas vu la couleur. Eh bien, c'est la même chose. Donc nous devons mener la bataille pour exiger des contreparties sociales et écologiques aux aides versées, et je vais même plus loin. Les entreprises qui ont bénéficié de ces aides et qui sont pris en flagrant délit de licenciement pour des motifs financiers, pour rentabiliser encore plus leurs dividendes et leurs actionnaires, devraient rembourser les aides publiques qui leur ont été attribuées. Je veux évoquer rapidement la question de la dette. Bruno Le Maire, c'est vrai, nous a dit récemment, il nous a dit on va devoir rembourser par la croissance et le retour de l'activité. Tout le monde sait que les dettes actuelles des États sont impayables. Impayables. Et c'était déjà le cas avant la crise du Covid. Si nous disons qu'il faudra rembourser, alors il faut assumer de dire que ça veut dire à toutes les générations futures qu'elles vont être, entre guillemets, prises à la gorge pour pouvoir rembourser et que nous ne pourrons pas relever les grands défis qui nous font face, au premier duquel le changement climatique, qui vont nécessiter des investissements colossaux. Donc il y a une solution technique pacifique pour régler ce problème. Il faut que la Banque centrale européenne rachète directement la dette des États et la classe en dette perpétuelle pour qu'on nous fiche la paix avec ça et que nous puissions investir convenablement dans tous les défis qui nous font face. On ne relancera pas l'activité économique d'un pays avec les indicateurs que nous avons actuellement. En 10 ans, en France, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%. Sur la même temporalité, l'investissement productif dont nous aurons tant besoin a reculé de 5% et le salaire minimum n'a augmenté que de 12%. Je crois que ces 3 chiffres suffisent à montrer que si on marche sur la tête, que ça n'est pas possible de continuer ainsi. J'achève. On nous a dit on a maintenant un haut commissaire au plan. Ce n'est pas nous que ça va déranger, puisque la planification est une revendication. Nous pensons que si nous avons un temps limité pour régler un certain nombre de problèmes, dont la crise climatique, alors il faut organiser, il faut planifier. Monsieur Bayrou nous a dit toutes celles et ceux qui veulent contribuer avec nous sont les bienvenus. Chiche, nous avons des propositions à lui faire. Nous avons présenté un plan de relance et nous proposons 2 objectifs. Le plein emploi auquel nous ne renonçons pas par la diminution du temps de travail, car la dernière fois qu'on a vraiment créé de l'activité pérenne dans ce pays, pas des contrats courts, pas des contrats d'un jour, des contrats d'un mois, c'est quand on a diminué le temps de travail. Il faut assumer ce débat et j'observe que de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, le puissant syndicat de la métallurgie allemande a posé le débat pour la diminution du temps de travail. C'est une solution pour créer de l'activité et une véritable planification écologique digne de ce nom, parce qu'il y a beaucoup plus que les 160 000 emplois promis par M. Castex si l'on faisait une véritable transition de notre modèle agricole, une véritable transition énergétique et une véritable économie de la mer comme nous l'avons appelé de nos voeux. Bref, refusons la sinistrose ambiante, des propositions sérieuses, il y en a. On a beaucoup de sujets à aborder, et évidemment, puisque la rentrée est chargée, mais enfin, juste sur ce que vous venez de dire, des propositions sérieuses, il y en a, on l'a vu, vous en avez évoqué les uns et les autres. Concrètement, en termes de mobilisation, on voulait aussi vous faire réagir là-dessus. Comment on décline cela sans attendre nécessairement les prochaines échéances? Est-ce que c'est possible? Léa Balaj-Almariki évoquait la question de se retrouver comme au moment de la réforme des retraites. Vous évoquiez, Olivier Faure, la question d'une taxe sur les transactions financières qui pourrait être l'objet d'une bataille commune.
Voilà, peut-être Fabien Roussel, puisque vous appelez aussi à l'unité dans l'action avec une mobilisation notamment le 10 octobre, en particulier sur la question de l'emploi. Est-ce que ce type de mobilisation aujourd'hui est indispensable et comment elles peuvent se décliner concrètement? Alors je vous donne la parole, Fabien Roussel, parce que vous n'avez pas encore réagi sur cette question, mais si les uns et les autres voulaient ajouter quelque chose sur ce thème-là, n'hésitez pas évidemment à nous faire signe. Ben oui, parce que cette rentrée, elle doit se faire sous le signe de l'action, parce qu'on doit d'abord penser à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sous la menace d'un plan de licenciement. Ils sont annoncés en cascade en ce moment, pour les semaines et les mois qui viennent, plus d'1 million d'emplois. En même temps, quand le gouvernement annonce ce chiffre, ne soyons pas dupes, hein, c'est aussi une manière de tétaniser le monde du travail. Hein. C'est aussi pour dire ne bougez pas, ne mouvetez pas, parce que ça va licencier et le premier qui bouge, il est sur la liste. Hein. C'est une manière de tétaniser le peuple quand on dit que ça va dérouiller sévère. Mais c'est une réalité quand même, parce qu'il y a des choix qui sont faits en ce moment par des grands groupes notamment, de profiter de la crise pour faire ce qu'ils avaient prévu de faire avant, pour accélérer des délocalisations, pour réduire la masse salariale. C'est qui m'a fait dire que parfois, je me demande si le Covid-19 n'est pas le partenaire officiel du MEDEF, quand je vois comment certains s'en servent. Mais quand on fait le tour, les uns et les autres, nous le faisons, des salariés actuellement en lutte et qui se mobilisent, c'est effroyable ce que j'entends comme histoire contre lesquelles ils se battent. Je pense aux salariés de Verallia, Albi, Cognac et d'autres sites. Ils produisent des bouteilles de verre dans lesquelles on peut boire et savourer notre vin, notre champagne, notre cognac et compagnie. Eh bien, Verallia, le groupe aujourd'hui appartient à un fonds de pension américain qui s'appelle Apollo. Ils ont décidé de se verser le 10 juin dernier 100 millions d'euros de dividendes et 48 heures après d'annoncer 220 emplois et la fermeture d'un four à Cognac pour baisser la production de bouteilles et de fait en importer de leurs usines qui se situent en Italie, en Espagne ou en Ukraine. C'est bon ni pour l'emploi, ni pour le climat, ni pour les comptes de l'État, parce que ça va être de l'activité en moins, des impôts en moins pour le budget de l'État. Donc ils se battent, ils sont sortis dans la rue, je les accompagne. Nous avons d'ailleurs découvert, je le dis ici, je l'ai révélé sur place il y a 2 jours, nous avons découvert avec un lanceur d'alerte, Maxime Renaï, que le même groupe, Apollo, via un montage financier dans les paradis fiscaux, la maison mère se trouve au Luxembourg et la maison mère de la maison mère se trouve aux îles Caïmans. Eh bien, en décembre 2019, ils ont viré aux îles Caïmans 559 millions d'euros, d'accord, disparus des radars du fisc, disparus des poches des salariés qui ont créé cette richesse. Ce sont les mêmes qui licencient. Ce n'est bien sûr inacceptable de vivre cela. Et ce sont ces salariés qui me disent, pour nous, c'est la double peine, parce qu'on est licencié et on a le sentiment d'être licencié avec l'argent public, parce que le groupe va bénéficier du plan de relance, puisque dans le plan de relance, il est prévu qu'à partir de janvier, ces mêmes groupes, et tous les groupes et toutes les entreprises, bénéficieront de la suppression de ce qu'ils appellent l'impôt de production, qui n'est rien d'autre que les impôts locaux des entreprises, qu'ils doivent payer comme toutes les entreprises. Ils vont tous voir cet impôt disparaître. Ils vont tous en profiter. Et ça licencie à tout va. Ce n'est pas acceptable. Donc, notre première action à avoir en tant que responsable politique, pour nous au Parti communiste, c'est d'être non seulement à leur côté, de les soutenir dans leur combat, d'être dans les mobilisations avec eux, et de faire la démonstration qu'il est possible de faire autrement, avec justement les milliards d'argent public mis sur la table. C'est aussi pour ça que nous disons que c'est bien de mettre autant d'argent public sur la table, comme ça a été dit. On est de ceux qui disons que justement, la relance, l'investissement passe par un engagement public fort. On s'est tellement battu depuis des années pour dire que la dépense publique, ce n'était pas 2 gros mots, que c'était utile pour les services publics, pour relever les défis écologiques, etc., etc. Donc aujourd'hui, il est là, l'argent public. Mais de ne compter que sur l'argent public, sans rien demander au capital, sans rien demander aux actionnaires, sans rien demander aux grandes fortunes, sans taxer la spéculation boursière. Mais ce n'est pas bien, parce qu'on va continuer comme avant. Et c'est donc nous, avec notre argent, qui allons financer, y compris les dividendes de demain.
la richesse des plus grandes fortunes. Donc on ne peut pas accepter ça. Cet argent public, il doit aller de pair avec un autre mode de production des biens dont nous avons besoin. Et ça, c'est le grand débat que nous devrions avoir tous ensemble pour pouvoir sortir de ce modèle qui a tant épuisé les hommes et les femmes et tant épuisé la planète. Donc le temps est à l'action. Et c'est dans l'action que justement, en ayant ces discussions avec les salariés, que nous arrivons à montrer qu'un autre choix de société est aujourd'hui à l'ordre du jour. Et c'est avec eux, dans l'action, que nous arrivons à montrer que nous devons sortir de ce système économique. Et c'est en étant dans l'action avec eux que nous pouvons faire reculer les plans de licenciement qui sont aujourd'hui annoncés. Donc je pense à ceux de Verallia, je pense à ceux des fonderies du Poitou dans la Vienne, qui eux fabriquent des carters en fonte et en alu pour Renault. Renault, qui est le principal client de cette entreprise qui emploie 600 salariés dans la Vienne, le principal client qui va recevoir 5 milliards d'euros d'aide publique de l'État. Renault va toucher subvention 5 milliards d'euros et le même Renault décide de ne plus faire travailler cette entreprise et avec des soupçons d'importer ces mêmes carters d'Espagne ou de les faire fabriquer en Allemagne. Mais ce n'est pas acceptable. Quand on met 5 milliards d'euros d'argent public pour Renault, c'est pour rentrer dans le capital de Renault et pour que l'État actionnaire dise à Renault, les carters, on va les fabriquer en France et on fera travailler nos compatriotes. Non mais... Donc, c'est pour ça que l'action est indispensable. C'est comme quand on va faire signer une pétition dans la rue et qu'on va discuter avec les gens. C'est signer une pétition, mais c'est discuter avec eux. Donc l'action, elle est indispensable pour amener les gens dans l'action et à être eux-mêmes acteurs du changement de société que nous attendons. Donc nous voulons être à côté des salariés pour se battre avec eux contre ces plans de licenciement et faire en sorte que notre argent, comme je le disais avant, soit utile à l'emploi et à la création d'emplois. Il faut le faire, et comme le disait Adrien, avec réduction du temps de travail, parce que c'est indispensable, et que quand on donne autant d'argent public à une entreprise, au minimum, qu'elle mette en place l'égalité salariale femmes-hommes, par exemple, c'est quand même une condition sine qua non qui devrait être mise en place. Bien. Donc, vous voyez bien qu'il faut que l'on reprenne le contrôle de ce plan de relance, de cet argent public qui est mis sur la table, de nos modes de production. Donc être dans l'action, c'est avoir tous ces débats. C'est la raison pour laquelle la première action que nous avons, il y a celle des Gilets jaunes, que je salue à mon tour et que nous avons soutenue. Il y a celle d'une intersyndicale, cette organisation syndicale qui appelle à manifester massivement le 17 septembre prochain. Et soyons le plus nombreux à leur côté pour dire que nous n'acceptons pas ce qui se passe en ce moment, la hausse du chômage et la hausse de la pauvreté, parce que nous voulons, nous fixer l'objectif d'éradiquer le chômage et d'éradiquer la pauvreté dans notre pays. C'est possible et ça doit être un objectif commun. Et enfin, nous appelons aussi à la mobilisation pour avoir notre propre action le 10 octobre prochain devant les préfectures de chaque département, parce que ce sera l'occasion devant chaque département, avec les salariés concernés des services publics comme des entreprises menacées, de demander des comptes à chaque préfet, comme aujourd'hui ils sont au cœur du système et du plan de relance, de dire à chaque préfet, mon entreprise, mon hôpital, mon service d'urgence, ma maternité, mon école, je veux des sous, je veux des moyens, je veux de l'emploi, je veux des engagements. Eh bien, dans chaque préfecture, dans chaque département, le 10 octobre, les communistes, à l'appel des salariés, nous serons présents pour demander des comptes à ce gouvernement. Merci Fabien. Léa Balage-Elmariki, vous vouliez réagir sur cette question de la mobilisation et de l'action, justement? Oui, alors de manière très courte, parce que je vois que le compteur tourne. Il y a cette action dans la rue, effectivement, cette action commune, on l'a fait aussi dans les villes. On a gagné ensemble de nombreuses villes, Bordeaux, Marseille, et en réalité, on le fait aussi dans ces villes qui sont les filets de sécurité, pour l'instant, de la politique du gouvernement Macron, puisqu'on organise dans les villes les solidarités, puisqu'on organise aussi dans la ville la manière dont on peut adapter les endroits où on vit au dérèglement climatique, et donc on a besoin de vous toutes et tous aussi pour soutenir l'action des écologistes et de la gauche quand elle est au pouvoir dans les villes. Et puis on parlait des élections qui arrivent, et je pense qu'on en parlera, mais en réalité, là, dans 6 mois, à peu près, on va avoir des élections régionales et départementales. Et ces élections vont être déjà un test pour savoir si on est en capacité de pouvoir enfin de redevenir au pouvoir.
Et puis la deuxième chose, c'est que c'est aussi des échelons indispensables pour mettre en place le modèle, le système dont on parlait tout à l'heure, que ce soit les régions en termes d'aménagement du territoire, de transport, mais aussi et surtout de développement économique, les départements sur quel modèle social on veut avoir. Et donc cette action, elle doit se faire dans la rue et elle doit se faire dans les institutions. C'est souvent comme ça qu'on se définit les écologistes, un pied dans la mobilisation et un pied dans les institutions. Et donc vraiment, n'oublions pas aussi toute cette partie, on a d'énormes combats et des victoires à mener et des politiques publiques à conduire parce que les gens en ont besoin. Merci beaucoup. En plus, c'est une transition relativement idéale puisque c'est aussi la question des prochaines échéances régionales et départementales, évidemment une question que nous voulions aborder en profitant de vous avoir tous autour de la table. Alors vous évoquiez les municipales qui ont aussi été marquées, alors il y a eu le contexte pandémique évidemment, mais par une abstention massive, un nouveau record qui s'inscrit dans une série malheureusement de records qui témoignent d'une crise démocratique et d'une difficulté de la participation citoyenne que vous évoquiez les uns et les autres. Pour ce qui est des prochaines échéances, donc les régionales et les départementales qui doivent avoir lieu en mars, effectivement, la question du rassemblement est un peu au cœur de vos échanges actuellement. Vous, Adrien Quatennens, peut-être qu'on va commencer par vous. La France Insoumise a lancé un appel pour ces élections aux autres formations de gauche, à l'exception du PS d'ailleurs, me semble-t-il. Vous me corrigerez si je me trompe. Alors qu'au municipal, vous aviez mis l'accent sur des listes citoyennes. Comment aujourd'hui vous abordez ces élections et comment vous les renouez avec cette participation qui a fait un peu défaut quand même lors du dernier scrutin? C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Je pense qu'on doit bien voir que, évidemment, et je vais commencer par là pour pas qu'on pense que j'essaye de mettre de côté une information qui me paraît indispensable dans le paysage politique et que je voudrais pas donner l'impression de minorer. Évidemment, celles et ceux qui ont fait le choix de se déplacer aux dernières élections municipales ont signifié incontestablement leur volonté que la question du changement climatique désormais irréversible soit prise en charge. Et nous devons toutes et tous nous en féliciter. Une fois qu'on a dit ça, pardon, mais le principal enseignement de ces élections municipales, c'est bien évidemment le caractère écrasant de l'abstention dans une élection, un scrutin qui, d'habitude, tient plutôt à cœur aux Françaises et aux Français. On a des pics d'abstention, parfois à plus de 80% dans certaines communes. On voit apparaître clairement ce qu'on peut appeler un suffrage censitaire, c'est-à-dire une élection qui se fait sans le peuple. La thèse que nous défendons, c'est qu'il faut en finir avec ça. On ne peut pas continuer à aller de scrutin en scrutin sans le peuple français. L'abstention, pour nous, a une signification politique. En choisissant de ne pas venir, les gens disent quelque chose. Et en substance, s'il fallait le résumer à grands traits, c'est « puisque c'est ainsi, débrouillez-vous sans nous, on n'en veut plus ». C'est une grève civique en quelque sorte. Raison pour laquelle, pour nous, c'est le signe qu'on ne consent plus à la règle du jeu, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de dire que si le peuple ne consent plus à la règle du jeu et que sa constitution a été revue plus de 20 fois sans qu'il intervienne, il est temps pour lui de se refonder en redéfinissant lui-même la règle du jeu, raison pour laquelle la France Insoumise porte cette idée d'une assemblée constituante dont le mandat unique serait de proposer un nouveau projet constitutionnel qui permettrait de créer de l'adhésion à une nouvelle règle du jeu que le peuple aurait lui-même définie. Je crois que cette question-là, la question de l'abstention, est pour nous toutes et tous le défi majeur. Surtout quand on voit qui s'abstient. C'est d'abord les jeunes, les ouvriers, les employés, pour faire court, les milieux populaires. On ne peut pas s'accommoder de cette situation, ça n'est pas possible. Aux dernières élections municipales, la France Insoumise a fait un choix, c'est celui de tenter de concourir à ce qu'il y ait des dynamiques citoyennes. Très clairement, ça n'est pas facile. Et nous avons participé à des coalitions, parfois dès le premier tour, qui ont été victorieuses. Je pense à des villes qui ont été citées, Lyon, Grenoble, Marseille, des villes dans lesquelles, même si ce qui a été commenté, on comprend, c'est une vague verte qui est possible grâce au concours d'autres formations politiques, celles qui sont autour de cette table, et notamment la France Insoumise. Pour les prochaines élections départementales, régionales, un aveu, mais je pense qu'on sera nombreux à être d'accord, c'est peut-être malheureux, on peut peut-être le déplorer ensemble, mais je crois qu'on s'illusionne si on pense que ces élections vont être en quelque sorte munies d'un sursaut populaire. Je ne crois pas à une abstention autre que massive lors des prochaines élections régionales et départementales. On doit y travailler, on doit travailler à des méthodes
y compris dans l'implication, pour pouvoir l'éviter. Mais très franchement, une élection qui se tient au mois de mars 2021, dans le contexte qu'on connaît, avec les départementales et les régionales qui vont se faire le même jour, bon courage à ceux qui ambitionnent de faire campagne sur les compétences du département, les compétences de la région, etc. Je crois que malheureusement, c'est encore une fois une même catégorie de la population qui risque d'y participer. Dans ce contexte, la France Insoumise a fait une proposition, celle d'un cadre national de discussion pour qu'on se retrouve sur une base programmatique pour des programmes communs. Je crois que face à l'abstention, le pire serait qu'on se rende nous-mêmes illisibles par une géométrie variable région par région qui ferait qu'on n'arriverait pas du tout à comprendre ce qu'on fait en définitive. Alors, nous avons mis des points qui nous semblent être des points de convergence essentiels entre nous sur la table, même si, il est vrai, il y a des différences fondamentales entre nos formations politiques et à l'occasion de futures échéances, il ne faut pas les éviter. Nous savons que, par exemple, la question européenne fait débat entre nous. On parlait à l'instant de la Convention citoyenne pour le climat. Les propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, moi, elles me vont très bien. On a regardé, 90% d'entre elles se trouvent dans le programme que nous défendons avec la France Insoumise, l'Avenir en commun. Ce qu'on ne dit pas, en revanche, c'est que la plupart de ces propositions sont incompatibles avec les traités européens. Alors peut-on avoir le débat? Parce que sinon, on fait une liste de vœux pieux du programme idéal sans se donner les moyens opérationnels de le faire véritablement advenir. Donc ce n'est pas une question à mettre de côté simplement parce qu'on serait en désaccord. Pareil, l'organisation du territoire, la manière dont on prend en charge, y compris le défi climatique, peut faire débat entre nous. Il y a des formations politiques qui prônent plutôt une vision fédéraliste avec l'idée que tout parte plutôt du local. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est plutôt l'État, la planification, ça ne veut pas dire planification depuis Paris où on décide de tout, mais c'est des modes d'organisation qui font débat. En tout cas, ces enjeux-là, a priori, ne sont pas en cause dans l'échéance de mars 2021. Viendra le temps de les trancher, et les grandes orientations et les grandes controverses, elles seront de toute façon tranchées, y compris en 2022. Mais nous pensons qu'elles ne sont pas indépassables à l'occasion des échéances de mars 2021. Nous avons donc écrit aux différentes formations politiques, et ce n'est pas parce qu'Olivier Faure se situe à ma droite que je vais éviter la question que vous m'avez posée. Oui, il est vrai que dans notre choix de périmètre pour nous adresser aux différentes formations politiques, il n'apparaît pas comme évident pour nous de nous adresser au Parti socialiste. Pas parce que nous aurions un problème principiel avec le Parti socialiste, mais parce que nous observons que dans les secteurs les plus mobilisés de la société, et même si j'entends ce que dit Olivier Faure sur la critique du CICE, ces choix-là, les choix du quinquennat précédent, malheureusement, on peut le déplorer ensemble, pèsent encore très lourdement. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas voir que le principal acteur qui était en cause à l'époque, François Hollande, n'a pas complètement disparu du paysage du Parti socialiste. On ne peut pas totalement l'éluder. Pour autant, je le dis, et en amitié avec Olivier Faure, au municipal, nous avons réussi dans bien des endroits à travailler avec des socialistes et nous n'avons pas de position principielle. Si le Parti socialiste fait la clarté sur un certain nombre de choses, eh bien, il y a possibilité de discuter ensemble à l'occasion de ces échéances. En tout cas, ça ne peut pas être l'hégémonie uniquement pour un parti politique. Et là, je le dis en toute amitié aussi pour Léa. Vous avez vu que mon collègue Alexis Corbière a proposé de renommer Europe Écologie Les Verts. C'était une boutade, il a parlé d'Europe Hégémonie Les Verts. Ça ne peut pas être tout pour les mêmes. Voilà, je le dis aussi, autour de cette table, il y a des formations politiques qui méritent d'être respectées. Le Parti communiste français a vocation à mener des listes également dans le cadre de ces rassemblements, la France Insoumise aussi, et nous devons pouvoir nous retrouver avec une coalition qui permettrait de représenter correctement les différentes formations politiques autour de cette table. Olivier Faure, que souhaitez-vous pour les régionales et les départementales? Que souhaitez-vous donc, Olivier Faure, en termes de rassemblement ou non pour les départementales et les régionales? Et aussi, très rapidement, je voulais poser une question, parce que ces régionales arrivent au moment où le gouvernement veut faire voter le droit à la différenciation pour les territoires. Est-ce que pour vous, c'est une chance ou un risque? Est-ce que vous partagez cette conception des régions ou non? Je vais répondre à une question que vous n'avez pas entendue, ce qui permet d'être assez large. Assez rapidement, parce qu'on voudrait ensuite aborder... Moi, je voudrais d'abord quand même juste d'un point seulement, mais sur les mobilisations, etc. Bien sur les mobilisations, sur le temps de travail. On a donc un problème de son. C'est un problème de retour salle, peut-être? Ça marche. Non. On va essayer de forcer la voix. Donc, je disais sur le temps de travail. Sur le temps de travail, par exemple, effectivement, il y a une mesure qui serait assez simple à mettre en œuvre dès à présent. On a des entreprises qui bénéficient du chômage partiel ou de l'activité partielle. Tout à l'heure, Fabien parlait des fonderies du Poitou ou de Veralia. Veralia, si mes souvenirs sont bons, c'est l'entreprise tout simplement qui est celle qui fut celle à Albi qui est...
Oui, elle a été Saint-Gobain, mais avant a été la fameuse verrerie que Jean Jaurès avait aidé les salariés à reconstruire au début du siècle passé. Bon, il est fondé du Poitou, que j'ai aussi rencontré ses ouvriers. Bon, il y a des questions qui se posent, et notamment des questions de transition. Parce que fabriquer des carters en fonte pour les camions diesel, évidemment, il y a un moment où il faut se poser la question de savoir si on va continuer ou pas. Et donc, quand on a une opportunité qui est celle de l'activité partielle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit que c'est simplement des gens qu'on renvoie chez eux et on verra bien plus tard? Ou est-ce qu'on utilise ce temps libéré aussi pour former ses salariés, faire en sorte qu'ils puissent avoir une transition personnelle vers les emplois de demain? C'est aussi ça qu'il faut penser. Et l'enjeu des régionales et des départementales, c'est aussi ça. Comment est-ce que les régions peuvent participer à cette formation? Comment est-ce qu'elles peuvent faire que le salarié ne soit plus la variable d'ajustement, mais bien celui qu'on prend en compte à tout moment? Et dans nos mobilisations, il faut aussi qu'on ait en permanence cette idée-là. Comment est-ce qu'on concilie le social et l'écologique? Comment est-ce qu'on fait pour que l'un ne soit pas l'ennemi de l'autre? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse se relier? Et c'est là qu'on peut porter un projet commun. Alors, qu'est-ce que je veux sur les régionales et départementales? Moi, je souhaite évidemment que le rassemblement soit le plus large. Pourquoi? Parce que je sais à peu près compter encore et que je me souviens que dans la région qui est celle à la fois de Fabien et d'Adrien, la dernière fois, la gauche, elle était devant Xavier Bertrand au premier tour. Et encore, il n'y avait même pas de liste insoumise. Donc imaginez avec une liste insoumise en plus. Et pourtant, au soir du premier tour, parce qu'il y avait un risque avec l'extrême droite, toutes les formations de gauche qui s'étaient contestées les unes les autres, pour des raisons certainement très valables, eh bien, elles ont été toutes apporter leur voix à Xavier Bertrand face à Marine Le Pen. Ça a été ça dans les Hauts-de-France, ça a été ça dans la région PACA. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on préfère dérouler le tapis rouge, comme nous pourrons aussi le faire pour l'élection présidentielle, et avoir crié pendant 5 ans en expliquant que Macron c'était le plus horrible des présidents de la Ve République, qu'il a été celui qui était le plus loin sur une politique néolibérale, et en même temps lui dérouler le tapis rouge, parce que nous n'avons pas encore réussi à acquérir cette maturité, cette capacité tout simplement au désintéressement personnel pour se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour gagner ensemble. C'est ça la question qui nous est posée. C'est la seule question qui nous est posée. Tout le reste, c'est des babillages. Parce qu'après, on pourra dire, et pardon Adrien, je vais te reprendre, mais quand vous faites une proposition qui est de dire on veut gagner, mais si vous pensez que vous pouvez gagner sans une partie de la gauche, dites-le, mais c'est aussi c'est une des grandes difficultés. Moi, je suis d'accord pour apporter des clarifications, je suis d'accord aussi pour en demander et en exiger aussi de la part des uns et des autres, parce que nous sommes dans un débat qui doit être un débat de coalition, il ne s'agit pas de faire des fusions-acquisitions. Moi, je ne suis pas un capitaliste. Je ne souhaite pas faire une fusion-acquisition des insoumis, des communistes, des écologistes et des autres. Je souhaite que chacun soit respecté pour ce qu'il apporte. Nous avons des défauts, nous avons des qualités, les uns et les autres. Il y a des tables sur lesquelles on peut se réunir, comme aujourd'hui, et dire il y a des points d'accord, il y a des points de désaccord. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour que sur les 6 ans, sur les régions ou les départements, sur les 5 ans d'un gouvernement, comment est-ce qu'on met en œuvre un programme qui nous soit commun et comment est-ce qu'on fait pour que ce que nous faisons ici en France puisse inspirer à l'échelon européen et même, j'ose cette ambition, à l'échelon mondial. Pourquoi? Parce que nous sommes tous à dire la même chose. On dit tous, on a 10 ans pour sauver le climat, mais vous pensez qu'on a 10 ans pour savoir qui aura le leadership sur la gauche? Est-ce que vous pensez qu'on a 10 ans pour savoir qui sera le plus? Parce que, même si ce n'est pas tout à fait une règle mathématique, plus, ça va faire moins. Et ce ne sera pas le printemps de la gauche, ce sera l'été meurtrier. Voilà ce qui nous pend au nez. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je souhaiterais, et je le dis, en amitié aux uns et aux autres, arrêtons de fixer à chaque fois un périmètre, les uns excluant les autres. Arrêtons de dire c'est derrière moi, forcément derrière moi, et personne d'autre. C'est mon projet et pas celui du voisin. C'est mon candidat à la régionale et pas celui d'à côté. Parce que si on fonctionne comme ça, la réalité, c'est que vous aurez Wauquiez, Pécresse, Bertrand, les autres, parce que partout, ils sont en position de force, pour l'instant, si on en croit les instituts de sondage. Et donc, ce que l'on voit aussi, c'est qu'à chaque fois, et je prends l'exemple de Laurent Wauquiez, qui est l'un des exemples, je suis trop long. Oui. Bon, vous le connaissez déjà, cet exemple, il est très simple. Laurent Wauquiez, 31%. La gauche, elle fait 31 quand elle est rassemblée. Quand elle est divisée,
Le premier à gauche, pour l'instant, dans les sondages qui a été publié, ce sont les écologistes. Ils arrivent en 4e position. Est-ce que vous pensez qu'à partir de la 4e position, on arrive à gagner au second tour? Moi, je vous dis que non. Ces élections-là, elles sont gagnées dès le premier tour et ça suppose que nous puissions faire la démonstration de ce qui nous rassemble, de ce qui nous unit. Et quand on se retrouve semaine après semaine, estrade après estrade, on le voit bien, il y a des sujets qui sont des sujets qui nous opposent. Et nous opposerons encore peut-être pendant longtemps. Mais il y a tellement de sujets qui nous rassemblent et qui nous réunissent. Alors faisons en sorte de ne pas demander aux Françaises et aux Français d'avoir à choisir au premier tour entre nous, mais donnons-leur l'envie, à nouveau le désir de voter pour une gauche qui croit suffisamment en elle-même pour combattre ensemble. Le temps défile et on a encore un sujet, et pas des moindres, à aborder qui est 2022. Mais d'abord, juste sur les régionales, parce qu'on n'a pas fini le tour de table sur cette question, mais je vous demande d'être assez concis dans la mesure du possible. Fabien Roussel, Olivier Faure l'a évoqué, votre région, le Nord, a vu en 2015 effectivement au second tour s'affronter la droite et l'extrême droite. Pour ce qui est du scrutin de mars prochain, vous avez signé un appel pour un rassemblement qui pour le coup réunit très largement à gauche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'importance de cette démarche et est-ce qu'elle a vocation, à vos yeux, à se multiplier dans l'ensemble des régions? Ouais, d'abord, je voudrais quand même revenir sur 2015 parce que j'étais à cette époque tête de liste dans les Hauts-de-France et je me souviens parfaitement du contexte. Et à cette époque-là, présidait aux destinées de la France François Hollande et son gouvernement et nous allions dans le mur. Et il était inconcevable à cette époque d'être en opposition avec le gouvernement de ce moment-là et aux élections régionales de nous unir avec le Parti socialiste comme si de rien n'était. Il y avait quand même une exigence de cohérence vis-à-vis de l'électorat pour qu'ils comprennent que l'action politique, elle ne peut pas être pas d'accord en haut, mais d'accord en bas, et on fait comme si de rien n'était. Donc c'est ce que j'ai expliqué à mes camarades socialistes en leur disant que ce n'était pas possible de faire ça. Ça serait incompréhensible pour les gens. Et donc moi, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a pointé Adrien, et nous partageons ce même souci sur cette question, c'est l'abstention. Nous avons le devoir de redonner envie aux Françaises, aux Français, de retourner aux urnes, d'utiliser le bulletin de vote. Parce qu'aujourd'hui, si la gauche ne gagne pas, ce n'est pas parce qu'elle est désunie, c'est parce qu'elle est faible. Additionner l'ensemble des forces de gauche, ça fait 30%, ça ne fait pas une majorité. Enfin, il faut que chacun nous allions regagner l'électorat que nous arrivons à convaincre sur la base de nos idées, de nos démarches, de notre programme, de notre manière de faire. Nous sommes différents. Sinon, nous serions tous dans le même parti, il n'y aurait pas de problème. Mais ça, c'était en 1920. Depuis, on a fait notre choix. On assume. Mais nous sommes différents. Et nous avons des débats de fond quand même importants sur l'Europe, le fédéralisme. Ça va être quand même un petit peu au cœur des régionales quand même. Donc, ces débats, nous ne pouvons pas non plus totalement les gommer. Alors, quand c'est une élection municipale, je suis d'accord avec toi, Léa, nous arrivons à nous rassembler sur une élection municipale, nous arrivons à mettre peut-être plus de côté des enjeux nationaux, européens, pour répondre aux préoccupations des gens d'une localité, parce que leur priorité, ça va être des sujets plus locaux, et donc nous arrivons. Mais quand on arrive à des échéances comme les régionales, les départementales peut-être un peu moins, mais les régions, on est dans 13 grandes régions qui ont la taille et la population de certains pays de l'Union européenne. On touche à des sacrés enjeux quand même. La présidentielle et les législatives, je ne vous en parle même pas. Donc ma préoccupation, la préoccupation des communistes, c'est que nous voulons que la gauche l'emporte et que nous transformions, nous arrivions à répondre aux besoins des Français et à sortir de ce système. On peut tous le dire. C'est sur la manière d'y arriver où nous avons des débats. Et aujourd'hui, pour que nous y arrivions, pour que nous formions une majorité, il faudra bien que l'on arrive à convaincre plus de 50% des Français à le faire. Or, si nous faisons le même jeu que la droite,
c'est-à-dire d'y arriver en comptant sur le fait que Le Pen soit au second tour pour que tout le monde vote pour nous, je n'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est que Le Pen ne soit pas présente au second tour. Voilà. Je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Je ne veux plus avoir à voter contre. Voilà. Je veux voter pour. Je veux voter pour un projet de société. C'est tout. Et donc, pour que l'on arrive à faire ça, fixons-nous l'objectif qu'au second tour, dans ma région, comme à l'élection présidentielle, il n'y ait pas le Front National et l'extrême droite, et ayons un débat gauche-droite sur la société dans laquelle nous voulons vivre. Et dans un débat gauche-droite, il faut que la gauche, elle fasse plus que 50% au second tour pour l'emporter. Il faut que la gauche se renforce. Et il faut qu'on aille convaincre tous ceux qui ont abandonné la gauche parce que la gauche les a déçus, et il faut le dire, eh bien il faut leur redonner envie de s'engager dans un vrai projet de société qui place l'être humain et la planète. Ça, c'est nous qui le disons, d'autres le diront avec leurs mots, mais leur donner envie de se réengager dans la vie politique, de se dire qu'ils peuvent être un acteur important. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque étudiant retraité, chacun doit se sentir utile dans ce combat. Donc nous voulons construire avec les gens et leur donner envie de repartir à l'action. Et quand Adrien parle de programme commun, et j'arrêterai là, je suis content qu'il parle de programme commun. Mais je dirais aussi qu'on est passé par là. Et que donc, ne recommettons pas les mêmes erreurs du programme commun. Et un programme, il doit être construit de la base au sommet, et pas au sommet. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, nous voulons, nous, construire le programme en commun avec vous, et c'est comme ça qu'il aura le plus de force et que nous pourrons gagner. Après les municipales où plusieurs maires écologistes ont été élus sur des listes de rassemblement avec de beaux succès à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers ou Besançon, EELV semble vouloir engager la bataille des régionales sous ses propres couleurs et doit désigner ses candidats d'ici quelques semaines. Pourquoi ce choix? Est-ce que la discussion est toujours possible à gauche? Et sur le fond, est-ce qu'il y a des désaccords, notamment ça a été évoqué sur l'Europe des régions? Alors, je vais revenir sur l'hégémonie. Alors, bien malin serait le parti qui pourrait se penser hégémonique quand on voit le niveau de l'abstention et le désamour qu'ont les partis politiques. Et en réalité, l'abstention, je l'analyse avec deux choses. D'abord, c'est cette croyance que nous ne pouvons plus agir sur le cours réel des choses, que la finance, que des forces dont on n'arrive pas à agripper finalement la main pour les forcer d'aller vers là où on veut aller, finalement que ces forces nous conduisent quelque part et qu'on n'a plus ce pouvoir sur les choses. Et ce pouvoir sur les choses, il est très concret. On en a parlé pendant toute cette phase un peu de diagnostic. Et là, on parle un peu plus de la manière dont on va être au pouvoir et sur quelle stratégie. Et puis aussi, c'est parce que finalement, les citoyennes et les citoyens ne se reconnaissent pas dans les partis politiques ou dans l'offre politique qui leur est présentée. Et parfois, on peut les comprendre. Je suis la seule femme autour de cette table. Ce n'est pas pour vous enlever toutes les qualités que vous pouvez avoir, mais c'est en tout cas un fait qu'on peut remarquer. Et ça veut dire aussi qu'on a besoin de mettre plus de femmes en responsabilité dans les partis politiques, mais aussi en visibilité, aussi plus de personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que nous quatre, parce qu'en réalité, on a besoin de représenter la société telle qu'elle est et telle qu'elle a envie d'être représentée pour qu'on puisse peut-être et espérer donner un peu plus goût à la politique et à cet engagement qui parfois détruit des vies privées, notamment celles des femmes qui s'engagent, mais aussi est extrêmement intéressant parce qu'on va au contact du terrain. Et donc on doit respecter les électeurs et les électrices et de ne pas se tromper finalement de cycle électoral. Les régionales, on l'a dit, et les départementales sont extrêmement structurantes pour la transition et le modèle qu'on souhaite tous les quatre, modulo quelques propositions ou quelques orientations. Et donc, on doit respecter les électeurs et les électrices en leur proposant un programme résolument régional. Et c'est pour ça que notre parti, les écologistes, on est un parti fédéraliste, c'est-à-dire que ce sont les régions qui vont décider de leur stratégie et de leur programme pour ces élections, qu'elles soient au niveau régional ou au niveau des départements. Et je vais prendre un exemple que je connais bien, l'Île-de-France. L'Île-de-France,
on peut gagner. Mais c'est intéressant, les derniers sondages nous disent que 1 + 1 n'égale pas 2. C'est-à-dire, j'explique, en gros, Valérie Pécresse est à peu près à 30%, les écologistes entre 16 et 18%, la République En Marche, en fonction, parce que comme c'était la rentrée, Blanquer a un peu pris de vent dans le dos, donc du coup il était à 19%, et ensuite les autres forces de gauche sont autour de 10%. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et quand on additionne, et quand on propose une liste d'union, finalement, ça ne fait pas les écologistes, les socialistes, les communistes, les insoumis, ça ne fait pas le même score, il est en deçà. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'addition de nos partis politiques qui vont créer la dynamique. C'est une dynamique citoyenne qui est portée notamment sur des réalités très locales. Et quand on a des luttes aussi emblématiques que le triangle de Gonesse, le T4, ou bien l'artificialisation des sols sur le plateau de Saclay, en réalité, ces luttes, elles sont très locales et elles ne peuvent être identifiées qu'en Île-de-France. Donc bien entendu que les régions, ce sont des gros mastodontes, mais il y a aussi des identités, des combats qui sont propres à chaque région. La région Île-de-France, c'est celle où il y a le plus d'inégalités, là où les transports en commun sont le plus saturés, où il n'y a plus de transport du quotidien. Donc il y a des propositions qui doivent être totalement identifiées par région. Et pour finir, ce que les écologistes proposent, ce n'est pas une hégémonie, c'est simplement de réfléchir à un autre paradigme. Il y avait le paradigme de la social-démocratie. Je vais parler aussi en tant que ma génération, on a été un peu déçus. J'étais la première à être dans la rue en 2012, j'ai été un peu déçue. Et donc ce que proposent les écologistes, c'est simplement de changer de paradigme et de dire que le récit, et là c'est la troisième partie, on a la stratégie et le récit doit s'orienter autour de l'écologie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de concilier le social et l'écologie, en réalité c'est le même chemin. Donc soit on se trouve des prétextes, soit on se trouve le même chemin. Et quand on parlait d'Europe, en réalité, oui, il faut mettre ces débats sur la table. Les écologistes sommes pro-européens et on pense qu'on peut faire de la politique dans le cadre des traités. Et c'est ce que le plan de relance nous a montré, parce que là, les 3%, tout le monde s'en fout. Donc on peut véritablement faire de la politique, mais il faut mettre ces débats sur la table. Par contre, je pense que pour les régionales, respectons les électrices et les électeurs et ne mettons pas le débat de la Ve République, qui est un poison pour notre vie démocratique, sur la table, alors que nous devons avoir des élections saines et démocratiques en mars. Merci. Alors, effectivement, on peut regretter que le présidentialisme ait pris une telle place. Ceci étant, c'est aussi un débat qui se pose à gauche, puisque le calendrier va vite s'accélérer. On va vite arriver vers 2022. Une échéance qui est souvent abordée d'ailleurs par le prisme de la stratégie. D'ailleurs, de ce point de vue, notre baromètre montre que celle du rassemblement a pour l'heure les faveurs des sympathisants de gauche, à hauteur, dans notre sondage, de 71%. Il n'aborde pas évidemment toute la question qui traverse le débat ici, à savoir celle du contenu et du fond. Mais enfin, on voulait en venir à cette question face au spectre du match retour Macron-Le Pen, en tout cas ce que eux souhaiteraient sans doute mettre en scène, sur le temps de travail, sur la revalorisation des salaires, la transition écologique, l'égalité. Est-ce que l'heure peut être à nouveau à la conquête, à ces grandes conquêtes, et du coup à quelles conditions? Car concrètement, par exemple, Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon, dont l'image par rapport aux dernières présidentielles a aussi peut-être pâti d'un certain nombre d'épisodes, les perquisitions par exemple, a annoncé lui qu'il ferait part de sa candidature ou de sa non-candidature en octobre. Donc on voit que le calendrier va être très rapide. Avec l'idée d'avoir un pôle de radicalité, selon son expression, et voir la création d'une nouvelle formation. Donc notre question est la suivante. Quelle est la volonté de la France insoumise derrière ces propositions, et quelle différence avec ce qui avait été mis en place justement avec le lancement de ce mouvement qu'avait été la France insoumise dans la perspective à l'époque de la présidentielle de 2017? Bien. T'as 3 minutes. Ok. Bon, d'abord une chose, je veux dire, je partage les interventions précédentes, le sentiment d'urgence. Je crois que
autant j'ai pas grand espoir, même si je suis plutôt d'un naturel optimiste sur le fait que nous arrivions à faire sortir les gens de chez eux pour retourner aux urnes à l'occasion des échéances de mars 2021. Je crois que nous devons tout faire pour que ce soit le cas en 2022 et je veux le dire, je veux le confier. On le voit bien, l'élection est déjà dans toutes les têtes, pas au sens électoral du terme, les gens ne pensent pas encore, s'imaginent pas encore dans l'isoloir. Mais les grandes controverses qui se font jour au vu de la situation économique que nous avons sous les yeux sont déjà de type présidentiel, ce qui fait que forcément on y pense. Et je redis que pour beaucoup, malgré l'abstention, beaucoup ont intériorisé que la seule élection qui allait véritablement compter, la seule, et on peut le déplorer ensemble, mais la seule qui permet véritablement de dénouer la situation, c'est l'élection présidentielle, compte tenu des pouvoirs par ailleurs exorbitants qu'elle confère. Alors je crois que c'est un rendez-vous que nous ne devons pas manquer, et je le dis, je ne me lèverai pas chaque matin avec l'envie d'y aller si je n'avais pas la certitude que nous pourrions y arriver. Je crois que, vu la situation, il n'a peut-être jamais été aussi facile, même si le vent ne nous est pas favorable à notre famille politique au sens large, il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de faire entendre et de défendre nos idées, compte tenu de ce que nous avons sous les yeux. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Alors, il y a la question de l'unité. Elle est posée, donc discutons-en. La règle qu'on se fixe, nous, est simple. Pas de division superficielle et pas d'union artificielle. C'est-à-dire, posons les sujets qui font débat et traitons-les. Nous avons procédé comme ça par le passé. Le fait de se fédérer, de se retrouver, oui, mais à la condition de la clarté. C'est tout ce que nous demandons. Et de ce point de vue, se rappeler aussi d'une chose, c'est que, et je suis d'accord là-dessus avec Fabien, puisqu'il l'a dit à sa manière, la clarté est davantage un préalable que l'unité. Si on se retrouve dans une salle en se disant l'objectif c'est que quoi qu'il arrive, on en sorte ensemble, il n'est pas sûr que ce que nous aurions à défendre ensemble soit très enthousiasmant. Par contre, si nous arrivons à traiter, y compris nos points de désaccord, et à trouver des solutions, on l'a fait par le passé, alors je pense que c'est possible. Par ailleurs, se rappeler d'une chose, c'est que quand la gauche a gagné dans ce pays, elle ne l'a pas été jusqu'à preuve du contraire à la faveur d'un candidat commun au premier tour. François Mitterrand en 1981 gagne alors que Georges Marchais fait plus de 16% à la présidentielle, qu'il y a une candidate du PSU en face de lui. Donc aussi, voilà, relativisons un peu ce débat, même s'il faut le poser. Ensuite, je crois que comme la priorité, c'est la lutte contre l'abstention, et c'est ce que je pense, il faut que l'incarnation soit en quelque sorte entendue, appréciée des milieux populaires, et notamment dans les quartiers populaires. Il va falloir ce vote-là aux élections présidentielles, on ne pourra pas faire sans. Partons du programme. Il y a des forces avec lesquelles c'est plus facile que d'autres. On va se dire les choses, on est entre nous. Avec le Parti communiste français, ça fait 2 élections présidentielles qu'on a défendu le même programme. Et Fabien disait il faut que ça parte du bas. On se souvient du processus qui avait vu la constitution du programme L'Humain d'abord et le programme L'Avenir en commun. Les amis, disons-nous les choses très franchement, ça n'est jamais que l'humain d'abord qu'on a mis en circulation dans toute la société, auprès des citoyens, par des auditions, auprès des syndicats, des associations, et qui est un programme qui part de la base. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise pour nous si les propositions de la Convention citoyenne se retrouvent à ce point compatibles avec le programme L'Avenir en commun, parce que c'est à peu près le même processus. Macron, il a pioché quelques citoyens, il les a enfermés 3 semaines dans une salle, il en ressort un programme qui, du point de vue effectivement de ce qu'il en ressort, ressemble, puisque c'est le même processus qui a permis de le voir au jour. Après, donc, sur la question programmatique, j'en ai parlé, sur la question de l'abstention. Bon, il faut évoquer le sujet. Et moi, je ne vais pas venir ici en me planquant sous la table, alors que je passe mon temps, quand je réponds à la question dans les médias, à dire clairement ce que je crois. Et on ne sera peut-être pas tous d'accord sur ce point, mais je veux dire que j'ai un problème avec le fait qu'un candidat qui a réussi à faire que notre famille politique au sens large soit à 12% quasiment en 2012 et à près de 20% en 2017, soit parfois traité comme il l'est, y compris à gauche. Je veux le dire très tranquillement, mais 2 exemples. On a vu récemment le journal Le Monde qui parlait des débats à gauche et qui posait les choses en ces termes. La gauche va-t-elle se rassembler derrière Yannick Jadot en 2022 ? Jean-Luc Mélenchon va-t-il s'effacer, comme si Jean-Luc Mélenchon était devenu un problème ? Et j'ai observé aussi que sur une liste WhatsApp, dont je tairai le nom, mais qui a été créée par des gens qui ont voulu rassembler tout le monde et mettre tout le monde dans cette liste à gauche, du Parti socialiste très très large jusqu'à plus radical, eh bien, une fois, je lis une question qui était posée dans le débat.
quand est-ce que l'on règle le problème Mélenchon? Moi, je pose la question, quel est le problème avec le programme de la France Insoumise? Parce qu'il est discutable. Il ne s'agit pas de dire c'est à prendre ou à laisser. Mais nous voulons aussi être respectés dans le sens où ce programme a fait 7 millions de voix à l'élection présidentielle. Alors je pose à nos partenaires la question, quel chapitre, quelle ligne voulez-vous discuter? Parlons-en, nous le versons au débat. Et quel est le problème avec Jean-Luc Mélenchon? Oui, je pose la question aussi, et je crois qu'elle mérite d'être posée. Merci. Alors, malheureusement, le temps file vite. Je le redis à nouveau, il nous reste désormais 10 minutes de débat, mais on va pouvoir vous donner la parole aux uns et aux autres. Olivier Faure d'abord, donc évidemment vous pouvez réagir à ce que vient de dire Adrien Quatennens. Vous êtes dit, juste pour le contexte, prêt à vous ranger derrière celui qui incarnera ce que vous appelez le bloc social écologique. Ça fait aussi débat dans vos rangs. Est-ce qu'aujourd'hui, à vos yeux, il y a des gauches qui ne pourraient plus travailler ensemble ou ça a été dépassé? Bon, d'abord, merci de rappeler ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'essaie d'être cohérent. Et la cohérence, c'est que même si j'entends que François Mitterrand a gagné avec des candidats de gauche divers, etc., c'était justement le temps de l'hégémonie. Ce temps-là, c'était un temps où il y avait un parti qui était très dominant et puis des partis qui l'étaient moins. Et donc, c'était la possibilité d'avoir un premier tour. À l'époque, on avait des théories, c'était la théorie du râteau. Ça permettait de ratisser. Plus il y avait de dents, plus on ratissait large, et ça permettait de rassembler au second tour. Là, aujourd'hui, l'évidence, et je ne suis pas un stratège extraordinaire quand je vous dis que l'évidence, c'est que dans l'éclatement du monde politique que nous connaissons, eh bien, s'il y a beaucoup de dents au premier tour, il n'y aura pas de râteau au second. Parce que la réalité, c'est qu'il y aura un deuxième tour qui opposera Marine Le Pen et Emmanuel Macron, très vraisemblablement. Et que nous risquons de ne pas en être. Et que ce serait la troisième fois en 20 ans. 2002, 2017, 2022. Et 3 fois en 20 ans, c'est plus un accident. C'est une règle. Et ce qui nous pend au nez à ce moment-là, c'est quoi? C'est de devenir un pays finalement assez proche de ce que sont les États-Unis. On s'enflamme pour Sanders. Et on a raison de le faire. Mais la réalité, c'est qu'on a des démocrates qui sont des libéraux vaguement sociaux et puis des trumpistes, des populistes nationalistes qui sont en fait des conservateurs et des libéraux rassemblés. Et c'est ce débat-là qui structure le débat démocratique aux États-Unis. Pas Sanders, qui reste finalement anecdotique par rapport à ce que sont les autres. Je regarde ce qui se passe aujourd'hui en Italie, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, je regarde dans tous ces pays où finalement la gauche, à force parfois de division, eh bien, elle a fini par disparaître complètement. Et l'exception européenne, qui a été longtemps, pardon de le dire comme ça, mais qui a été longtemps une exception essentiellement social-démocrate, parce que ce sont les sociaux-démocrates qui étaient les plus nombreux dans tous les pays européens. Eh bien, ça a permis de créer l'État-providence, avec d'autres, et je ne dis pas que ce sont les sociaux-démocrates seuls qui l'ont permis. Ça a été notre rassemblement de nombreuses reprises dans notre pays, du Front populaire à 81. C'est la capacité à se retrouver qui a permis de donner cette force, pas seulement sur le plan électoral, mais aussi cette force sociale qui a permis d'engager le changement. Alors, on peut se reprocher beaucoup de choses. Et moi, je ne suis pas... Enfin, vraiment, je le dis aussi avec grande sincérité. Je ne suis pas socialiste qui dit que tout ce que font les socialistes est formidable. Et je me fais suffisamment cogner dessus par ceux qui, justement, pensent que tout est formidable pour pouvoir vous le dire aussi ici. Le débat au sein du PS, il n'est pas si simple. Et vous aurez noté que ces temps-ci, il y a quelques personnes qui sont là pour me rappeler que je ne suis pas le bon camarade auquel ils aspirent. Parce que justement, j'essaie de répondre aux Françaises et aux Français. J'essaie de répondre à ceux qui, à gauche, nous interrogent. Et qui m'ont interrogé quand je suis devenu premier secrétaire et qui m'ont dit « Est-ce que tu veux continuer comme vous faisiez avant ?» J'ai répondu non. Quand on fait 6% à une élection présidentielle, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est que nous n'avons pas répondu à la question qui nous était posée. C'est une évidence. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour y répondre maintenant? Et c'est ce que j'essaie d'entreprendre depuis 2 ans et demi. Et c'est ce que j'essaie de faire en le faisant à la fois dans la réaffirmation de ce que nous sommes, nous, socialistes, mais en l'articulant à un rassemblement possible de la gauche. C'est comme ça que je pense que nous pouvons avancer. Et si nous ne le faisons pas, je crains que tout ce que nous nous disons là soit finalement de la gesticulation et qu'on se sera dit dans cet espace de la Bellevilloise que nous voulons absolument en finir avec le néolibéralisme, mais nous aurons tout fait pour que le néolibéralisme triomphe. Bien, moi, je souhaite que, ce n'est pas qu'il y a un problème Mélenchon,
Il n'y a pas un problème Mélenchon, comme il n'y a pas de problème Hollande, comme il n'y a pas de problème qui vous voulez. Je viens de dire ce que j'en pensais. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème de personne. La question n'est pas une question de qui, quoi, comment, etc. La question, elle est de savoir comment, à un moment donné, on est capable de se retrouver d'abord sur un projet. Et parce que nous nous sommes retrouvés sur un projet, chercher qui en est la meilleure incarnation. Parce que ça change complètement les choses dans le débat. Si vous posez la question de savoir si vous êtes prêt à vous ranger communiste derrière un insoumis, vous l'avez déjà fait, est-ce que vous avez encore envie de le faire? Pas certain. Est-ce que les socialistes ont envie de se ranger derrière un écologiste, les écologistes derrière un communiste? La réalité, c'est que tout ça, c'est non. Aucun d'entre nous n'a envie à chaque fois de se ranger derrière quiconque. Et personne n'acceptera une reddition. Il n'y aura pas un moment de soumission à tel ou tel. Parce que de ce point de vue, nous sommes tous des insoumis. Et donc, si nous voulons... Mais oui, Adrien. Nous sommes tous avec personne ne veut se soumettre à quiconque. Et je le comprends. C'était dit à l'instant. Ça a été à l'instant. Ne rêve pas. Là, nous ne sommes pas soumis à Jean-Luc Mélenchon, pour être précis, comme nous ne sommes pas soumis à quiconque. Et donc, si nous ne sommes soumis à personne, la seule façon de le faire, c'est d'arriver à se partager et à continuer à dialoguer, et pour pouvoir arriver effectivement à se poser les bonnes questions. Si on ne se les pose pas, nous arriverons au même résultat. Et moi, je ne voudrais pas qu'une fois encore, on soit là entre le premier et le second tour à se poser, et qu'on soit encore à se diviser pour savoir si on est à voter contre Marine Le Pen et à appeler donc de fait à voter pour celui qui sera face à elle, qui soit de droite ou de droite. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie que l'alternative, elle soit portée et que nous puissions la porter ensemble. Merci, vraiment, c'est ce que je Olivier souhaite. Faure. Désolée d'interrompre, mais le débat va malheureusement se conclure. Quelques minutes, donc désolé très rapidement, Léa Balach de la Mairie. ENV semble avoir quelques candidats aussi pour 2022, Éric Piolle, Yannick Jadot, quelques prétendants, qui ont d'ailleurs des sensibilités différentes sur la question du capitalisme, le rapport au libéralisme, les questions de sécurité. Le travail avec d'autres est-il exclu? Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, a appelé à un dépassement, je cite, et à bâtir une maison commune. Est-elle conditionnée à une recomposition autour du drapeau écologique, et comment ça peut s'organiser? Je vais essayer de le faire très très rapidement. Sur la différence qu'il y aura entre Yannick Jadot et Éric Piolle, je vous mets au défi de trouver des phrases. Ils sont tous les deux écologistes, point barre. C'est pas écologiste mais, écologiste avec, écologiste. Sur la proposition de Julien Bayou de construire une maison commune, en réalité, on commence déjà. On a commencé déjà à acheter les premières briques avec le pôle écologiste qui a co-organisé les journées d'été. Ce pôle écologiste, c'est toute cette galaxie de partis écologistes qui parfois se tiraient dans les pattes et on s'est autodétruit pendant de nombreuses élections. Et également Génération qui a rejoint ce pôle écologiste. Donc on est vraiment dans une démarche et ce pôle écologiste a lancé un appel pour les régionales, pour des régions écologistes, solidaires et citoyennes. Et donc on est déjà dans cette démarche. Et sur cette capacité à faire ensemble, en réalité il faut déjà qu'on soit dans la capacité d'aller vers les autres ensemble, avec un peu d'humilité, un peu plus de constance et de courage dans les paroles qu'on porte, non pas qu'il n'y en ait pas autour de cette table, mais en tout cas de vraiment aller adresser toutes nos problématiques à l'ensemble de la société, ne pas avoir peur de regarder certaines réalités en face. Et je pense là à une génération, la génération qui est un peu plus jeune que la mienne et qui me donne des claques assez régulièrement parce qu'en fait, elle lit très très bien les trois enjeux qui la mobilisent en ce moment, l'enjeu du climat, l'enjeu de la lutte pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et l'enjeu de la lutte contre le racisme. Et cette génération est extrêmement politisée et il faut qu'on puisse lui faire notre place dans nos organisations politiques si on veut être crédible quand on dit qu'on n'est pas là pour le casting et quand on dit aussi qu'on veut changer nos institutions. J'en ai terminé parce que sinon il n'y a plus de temps pour vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse concise. Je me tourne donc vers Fabien Roussel qui n'a pas encore pris la parole sur cette question. Vous avez estimé à votre université d'été que ce débat partait souvent de mauvais présupposés, que la question n'était pas celle des personnes mais bien d'être utile aux citoyens. On parlait des conditions pour de nouvelles conquêtes dans ces conditions. Quelles questions doivent être aujourd'hui posées dans la perspective à la fois des 2022 et puis surtout de nouvelles conquêtes pour les droits? Alors, comme j'ai 3 minutes pour vous répondre, et ça m'arrange, je préférerais axer mon propos en disant que l'issue de ce débat, c'est par vous que ça doit passer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y aura pas de programme en commun, il n'y aura pas de candidature commune si c'est la voie pour gagner, parce qu'on peut en discuter. Je partage ce qui a été dit tout à l'heure. Si vous ne vous en mêlez pas, et ce que nous disons au Parti communiste français, c'est que ce débat-là doit se faire avec le mouvement social, avec les organisations syndicales, avec les associations du monde de la culture, du sport, avec les ONG, France Nature Environnement, Greenpeace et tant d'autres qui signent des tribunes magnifiques dans lesquelles ils appellent à changer de monde et changer de société. C'est avec tout cela qu'il faut construire le monde et la France dans laquelle nous rêvons de vivre pour donner du poids et de la force à un programme derrière lequel nous saurons nous rassembler. Et c'est vraiment à vous de faire de mettre la barre au niveau où il faut la mettre. Parce que quand j'entends qu'il y a une exigence de rassemblement, j'entends aussi qu'il y a une exigence dans les transformations que nous devons mettre en place dans notre pays. Et je sais que cette République telle qu'elle fonctionne, cette 5e République, avec cette élection présidentielle à 2 tours, où au second tour, on ne retient que les 2 premiers candidats. Mais ça n'existe dans aucune autre démocratie, ce système-là. Et qui fait que du coup, tout pousse à ce que les candidats se mettent d'accord sur un petit programme avec des petits dénominateurs communs. C'est mortifère pour notre pays, pour le changement de société. On ne peut pas s'en sortir. Et de fait, ce système présidentiel, il pousse à cela. Il pousse à ce que l'on ne remette pas en cause le capitalisme. Il pousse à ce que le Parti communiste soit à chaque fois le porteur de voix de la force qui serait devant elle. Eh bien, je dis non. Ça va changer. C'est plus possible. Nous voulons sortir du capitalisme. Nous voulons changer de société. Et nous voulons offrir ce choix aux citoyens et leur dire que c'est possible. Et nous voulons dire aussi que dans ce pays, on ne reconstruira pas une gauche forte, dynamique, authentique, ambitieuse, sans un parti communiste fort et influent. Et c'est l'objectif, que nous nous fixons. Et en disant cela, je ne dis rien d'autre. Je dis, discutons-en, créons toutes les conditions que demain, au second tour de l'élection présidentielle, il n'y ait ni Macron, ni Le Pen, mais un beau candidat pour la France et pour sortir du système capitaliste. Eh bien, merci. Alors, c'est sur ces mots que nous allons finir ce débat. Évidemment, ce n'est pas la fin du débat à gauche. Il sera amené à se poursuivre en d'autres occasions, bien entendu.